Bonjour, c'est Caroline Legleut de la librairie Le Fayère à Rennes. Jessie Magana est une autrice engagée. L'égalité, le féminisme, l'antiracisme sont au cœur de la quinzaine de romans et de documentaires jeunesse qu'elle a publiés. Nos ailes déployées est une saga familiale et féministe, livre bouleversant, fort et engagé pour reprendre les mots de l'équipe jeunesse de la librairie Le Fayère. Une fresque qui mêle les combats et les histoires personnelles, les luttes et les découvertes intimes, les failles et les espoirs et qui parle avec justesse d'amour, de solidarité, de transmission et de liberté. Charline Van Der Porte est éditrice aux éditions Thierry Magnier. Les éditions Thierry Magnier sont nées en 1997 et publient des albums, des romans, des nouvelles mais aussi quelques titres adultes. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Jessie Magana et Charline Van Der Porte. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs et leurs éditeurs aujourd'hui avec une histoire qui nous emmène en 1974 et en 2018 à la rencontre de plusieurs générations de militantes féministes de la loi sur l'IVG jusqu'aux Gilets jaunes. Et oui, ce sont les deux histoires que vous reliez, Jessie Magana. Bonjour. Bonjour. Nos ailes déployées, c'est le titre de votre roman paru aux éditions Thierry Magnier. Votre éditrice Charline Van Der Porte viendra nous en parler dans la seconde partie. Alors, il y a un petit jeu avec le titre, puisque Nos ailes déployées peut s'entendre pleinement comme les ailes d'un avion ou d'un oiseau, mais vous avez préféré le L, E, 2 L, E, S pour raconter ces femmes. Solange d'abord en 74, dont la mère et ses amis défilent pour revendiquer le droit à disposer de leur corps. Elle est alors une adolescente, et puis eh bien on va avoir la génération d'après en 2018 avec Sido qui à son tour participe à un mouvement, et je l'ai dit, c'est celui des Gilets jaunes. Vous racontez ces deux époques et vous racontez aussi des femmes qui sont en prise avec la question de l'héritage, des engagements de leur mère ou de leur grand-mère, et elles vont s'interroger sur leurs désirs. Comment, Jessie Magana, est né votre roman Nos ailes déployées ? Il est né il y a une quinzaine d'années, donc c'est un très très ancien projet qui a mis beaucoup de temps à mûrir, qui a pris beaucoup de formes différentes au long de ces 15 ans et qui a ressurgi avec MeToo, puisque c'est vrai que c'est une idée que j'avais eue déjà il y a bien longtemps, mais qui a été réactivée en 2017 avec cette nouvelle vague féministe qui est arrivée. Et j'ai essayé de tirer vraiment... De construire des ponts en fait entre ces deux générations, la génération des années 70 qui m'avait fascinée déjà il y a 15 ans, et puis la génération d'aujourd'hui, et de voir effectivement toutes ces nuances par lesquelles on passe au fil des années, comment le féminisme s'incarne de différentes manières, et surtout comment il se confronte à notre devenir femme en fait, puisque chaque fois ce sont deux jeunes filles de 15 ans qui sont plongées dans les luttes féministes et qui s'interrogent aussi sur ce que c'est que d'être amoureuse, ce que c'est que de construire son identité, trouver sa voie, au milieu de toutes ces injonctions multiples, à la fois de la société et des militantes. Vous avez dit que vous vouliez jeter un pont entre ces années 70 et puis les années actuelles. Vous avez parlé aussi de vagues pour le féminisme. Est-ce que c'était évident quand même de les relier ? Parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs vagues, plusieurs générations. Il y a eu celle qui a amené au droit de vote des femmes en 1944, celle qui a amené à la pilule, puis à l'IVG dans les années 60 et 70, et puis la vague plus actuelle, MeToo. Alors je ne sais pas si c'est une continuité de la troisième ou si c'est une quatrième vague, mais souvent il y a une rupture entre les deux. Il n'y a pas forcément ni de transmission d'un côté de cette histoire, ni pour les plus jeunes à chaque fois un héritage qui est revendiqué. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a interrogé, de voir quel lien on pouvait faire à travers ce temps et à travers ces combats qui sont différents, puisque même certaines militantes féministes des années 70 ne se reconnaissent pas dans le militantisme féminisme d'aujourd'hui? Alors, moi, je suis une fille du creux de la vague, parce que je suis née en 74. Donc, quand j'avais 15 ans, être féministe, c'était vraiment être
une casse-tripe, quelqu'un qui était tout le temps en train de revendiquer des choses qui étaient finalement acquises. Moi j'aurais adoré en fait soit avoir 15 ans en 74, soit avoir 15 ans en 2018. Donc ce roman m'a vraiment permis justement de l'incarner. Donc ce qui est intéressant effectivement, c'est de voir à la fois les évolutions, mais en même temps tellement de points communs. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, le côté provoque, le côté humour, le côté très sororal, hein, c'est-à-dire là, on fait tout un battage autour des réunions non mixtes, mais les années 70 avec le MLF, c'était ça. Hein, on ne peut se libérer de sa parole que si on est dans un espace bienveillant, et souvent, effectivement, ça passe par la non-mixité. Donc je vois davantage de points communs que de différences, finalement. Et je vois surtout une énergie qu'on retrouve vraiment dans les années 70 et aujourd'hui, et qu'on avait perdu entre les deux, à mon grand regret, qui est une énergie qui nous tend vers davantage de partage, davantage aussi parfois de conflit, mais du conflit qui est bouillonnant, qui est énergisant, qui est pas délétère. Enfin, je le ressens pas comme ça, en tout cas, dans les jeunes générations. Pour moi, c'est vivant, voilà, et c'est ça que j'avais envie de dire dans ce livre. Alors c'est étonnant la réponse que venait de faire Jessie Magana en reliant finalement ces deux époques, parce qu'on pourrait dire aujourd'hui, mais le féminisme, comme tous les mouvements politiques, syndicaux et autres, sont complètement fragmentés par petits groupes, par petites communautés. Et malgré cela, vous y trouvez quand même un point commun qui pourrait unir aujourd'hui, et dans lequel Sido, votre héroïne de 2018, pourrait se retrouver dans tout ce qui compose ces mouvements. Alors, en 2018, Sido, elle va être confrontée à beaucoup d'actualités sociales. Hein. 2018, c'est l'année des Gilets jaunes, c'est aussi l'année des mouvements lycéens contre Parcoursup, c'est l'année des marches pour le climat. Donc, c'est intéressant de voir comment, finalement, le féminisme, qui est juste après MeToo réémergent à ce moment-là, va prendre dans chacune de ces luttes pour agglomérer finalement les différentes luttes, et surtout toujours essayer de faire des liens. Alors on le voit notamment par exemple avec la lutte pour le climat, c'est très lié à l'écoféminisme, donc c'est aussi une forme nouvelle et aussi ancienne de féminisme, puisque c'était aussi né dans les années 70. Avec les Gilets jaunes, on a un aspect beaucoup plus social. Avec les lycéennes, forcément quelque chose de plus lié à la jeunesse. Et puis cette deuxième partie, elle interroge aussi beaucoup le rapport à la violence. Donc je vois quand même énormément de points communs dans tous ces mouvements. Et surtout, je vois surtout chez les jeunes que je côtoyais beaucoup avant les périodes de confinement, et que je rencontrais beaucoup en rencontres scolaires dans les collèges et dans les lycées. Je vois surtout en fait chez les jeunes qui ont envie de s'engager, ils n'ont pas cette notion de fragmentation en fait finalement des luttes sociales. Ils ont une envie de changer les choses, et ça va prendre beaucoup de formes différentes, et ça va forcément se mélanger. Alors après, je dis pas qu'il n'y a pas de radicalité, je dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui justement s'arc-boutent sur des positions, mais je dirais que c'est plutôt une richesse. Je le sens pas comme quelque chose qui va forcément fragmenter le mouvement. Il y a des choses qui me désolent parfois, comme par exemple les luttes autour de la question de la transidentité ou autour de la question de la prostitution. Quelquefois, on voit des féministes s'écharper. Mais je dirais que pour moi, c'est secondaire par rapport à finalement ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est l'oppression. Donc, c'est la lutte contre le patriarcat. Donc ça... Pour l'instant, je préfère capitaliser là-dessus plutôt que de me concentrer sur ce qui nous divise. Avec des résistances qui vous semblent de même nature entre ce que vous racontez dans les années 70 et puis ce que vous racontez aujourd'hui, parce que vous rappelez en 74 ces marches et la manière dont les hommes qui peuvent être sur le côté pouvaient les percevoir. Vous racontez même des policiers qui sont étonnés qu'après le vote de la loi en 74, que les mouvements vont changer un petit peu, ils vont devenir plus sociaux, sont étonnés que ce soit des femmes qui fassent grève dans un hypermarché et qui séquestrent le patron, ou on a encore des policiers qui interrogent des femmes en les culpabilisant par rapport à une agression qu'elles viennent de connaître. Est-ce que ça vous semble être une histoire révolue? Est-ce que vous retrouvez des mêmes genres de résistance et d'opposition pour Sido et ses amis en 2018? Oui, complètement. On le voit. D'ailleurs, récemment, il y a eu encore des problèmes lors de l'occupation d'un lycée à Rennes, à Bréquigny, avec les forces de l'ordre. Donc oui, on retrouve évidemment, de toute façon, la société a évolué. On
on prend davantage en compte la parole des femmes, on l'écoute davantage, mais le système est toujours présent. Donc forcément, on va retrouver ces invariants. Mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est plutôt de me dire comment, en tant qu'individu, mes personnages arrivent à faire justement avec toutes ces différentes tendances, tous ces différents engagements pour se construire. C'est ça qui m'intéresse. Je n'avais pas forcément envie de faire une histoire des luttes féministes. C'est très bien fait dans les essais qui existent déjà. Je n'avais pas non plus envie de donner un cours, de faire un documentaire. C'est très documenté, bien sûr. Je me suis appuyée sur énormément d'images d'archives, de témoignages, de tout ce que vous voulez. On reverra aux travaux de Christine Barr que vous mentionnez à la fin de votre livre notamment. Ouais. Mais j'avais besoin de vraiment interroger sur qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi d'avoir 15 ans et d'essayer de se construire avec et contre tous ces mouvements. Qu'est-ce que ça fait de devoir se confronter à, comme tout un chacun, tomber amoureux, se construire, savoir qui on devient. C'était vraiment ça qui m'intéressait. C'était vraiment ce travail sur l'intériorité. Oui, mais une intériorité qui n'est pas protégée de l'extérieur. Parce que c'est ça aussi que vous racontez, c'est comment les combats politiques viennent empiéter sur l'intime. Ouais. L'intimité. Oui, absolument. Et comment ils viennent parfois vous empêcher tout simplement de lâcher prise, de tomber amoureuse de la personne pour laquelle vous ressentez une attirance. Et puis les injonctions vont faire que vous ne pouvez pas tomber amoureuse. Quelquefois, l'injonction d'être libre, comme le dit Coco dans les années 70 à sa fille. Coco, c'est la mère de Solange et la grand-mère voilà. de Fido. Donc la mère de Solange qui est très très militante évidemment au MLF et qui lui porte des injonctions, comme elle-même a porté des injonctions quand elle était adolescente, c'était des injonctions de se conformer à la société. Elle lui donne une injonction qui est d'être libre, mais Solange, elle n'a pas forcément envie de tout ça, elle a juste envie d'être elle-même, donc elle cherche sa voie au milieu de tout ça. Et c'est ça qui m'intéressait, vraiment j'avais envie d'explorer ça, parce que moi je viens pas d'une famille militante, donc s'interroger sur comment je me serais construite si j'avais été dans une famille militante comme ça, qui m'inculquait certaines valeurs, qui m'obligeait quelque part à être libre, alors que peut-être j'aurais juste souhaité explorer d'autres voies. C'était ça. Ouais, et puis qui oublie parfois des choses à transmettre, parce que c'est ce que ressent Solange avec Coco. Il y a l'héritage de cette histoire au niveau de l'intimité, au niveau des organes masculins, féminins. Elle sait tout. Elle sait tout, sauf l'essentiel, les sentiments, l'amour. Oui, parce que Coco c'est effectivement un peu blindé. Elle a eu sa fille seule, et puis ensuite elle n'a pas eu de relation sentimentale. Donc elle a noué une relation très très fusionnelle avec Solange. Donc Solange, au moment où elle commence un peu à s'interroger sur son désir, est-ce qu'elle aime les filles, est-ce qu'elle aime les garçons, mais comment on fait Et ben elle n'a pas les outils en fait, elle n'a pas les clés, alors que pourtant elle a exploré avec sa mère l'ensemble des conditions anatomiques, etc., puisque les femmes pratiquaient l'auto-examen gynécologique à l'époque, etc. Donc elle connaît tout, mais en fait elle connaît rien, parce qu'elle est amputée des sentiments aussi, parce que par son vécu, quand elle était petite, elle était souvent à l'écart, parce que voilà, elle était fille d'une maman seule, dans les années 60, c'était pas forcément quelque chose de très très bien vécu, et puis que Coco elle prend beaucoup de place. Un des premiers titres de travail, un des premiers titres de travail pour ce roman, c'était Comment survivre à une mère féministe. Effectivement, ça peut tout à fait se concevoir à la lecture de nos ailes déployées, parce que elle étouffe complètement, cette fille. Cette fille a besoin de partir, a besoin de voir l'ailleurs, a besoin d'aller se confronter à l'altérité des garçons, l'altérité d'autres filles, l'altérité d'autres cultures, puisque on va pas dire comment, mais il y a une partie du roman qui va se passer en Algérie. Là, va se confronter à une autre culture, parce qu'elle a besoin de cela aussi. Oui, elle a vraiment besoin de se sortir de son milieu, mais comme tous les adolescents, on a besoin de sortir de son milieu et de se confronter, tester les limites. Sauf qu'elle n'avait pas de limites, justement. Donc il va bien falloir aller chercher ailleurs, et aller chercher très loin, effectivement, et elle va jusqu'en Algérie pour se retrouver quelque part, essayer de comprendre vraiment qui elle est, et puis voir que loin de Coco, elle peut exister aussi. Elle peut exister, et puis elle va exister même très différemment de Coco, puisqu'elle va rentrer dans le monde de l'industrie, un monde d'hommes, ce qu'elle raconte. Elle a fait Polytechnique, enfin bref, elle est rentrée complètement dans le cadre, complètement dans le moule. On dirait que Coco et sa petite fille Sido se retrouvent
peut-être davantage que Solange et sa fille et Solange et sa mère? Oui, j'avais vraiment envie d'explorer ça aussi, hein. Donc, dans la deuxième partie du roman, on a donc Sido qui a l'âge qui a 15 ans, hein, qui a l'âge qu'avait Solange dans la première partie. Et Solange est devenue une Wonder Woman qui travaille dans une multinationale, voilà, mais qui, de l'intérieur, a essayé de faire aussi bouger les choses. C'est-à-dire qu'elle a effectivement fait Polytechnique, elle a été dans un monde d'hommes, dans l'industrie. Et quelque part, c'est aussi notre manière d'être féministe. Être féministe, c'est pas juste être contre, c'est peut-être aussi pervertir le système de l'intérieur. Et ça, Sido, évidemment, a du mal à le comprendre parce qu'elle est très proche de sa grand-mère, qu'il y a beaucoup d'échanges entre elles. Et j'ai beaucoup aimé travailler cette relation-là aussi, cette transmission entre la grand-mère et sa petite-fille. Oui, parce que le nom de Solange, dans la deuxième partie qui débute en 2018, il arrive quand même assez tardivement. Voilà, c'est ça. C'est quand même le fantôme qui n'est pas là, mais qui est très présent par son absence. Exactement, oui, bien sûr. Alors, une absence aussi justifiée par... quelque chose qui s'est passé dans la première partie et qui sous-tend en fait finalement toute la deuxième, mais je ne vais pas révéler quoi. Mais en tout cas, il y a une espèce de tension dramatique qui se noue au fil de cette deuxième partie et on va comprendre petit à petit ce qui s'est passé et pourquoi Solange a fait ce choix aussi de s'abstraire complètement de ce milieu militant tout en y étant complètement attachée. Mais bon, c'est pas facile non plus pour Sido, c'est-à-dire que du coup, elle a ces deux modèles-là, elle a ces deux modèles opposés, elle a Coco d'un côté qui la soutient complètement dans toutes ses luttes, dans tous ses combats, et puis elle a Solange de l'autre qui propose un autre modèle et qui pourtant est intéressant également, donc elle va essayer de trouver elle aussi sa voie, et elle, ça passe beaucoup plus par le rapport à la nature, par un rapport beaucoup plus terrien, qu'on n'avait pas du tout en fait dans les années 70, je pense. Beaucoup de ces femmes qui étaient très militantes étaient plutôt des urbaines. On avait, même s'il y a effectivement Françoise Daubonne avec l'écoféminisme où il y avait quand même un terreau, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans le rapport au féminisme, il y a beaucoup de gens aussi qui s'interrogent sur nos modes de vie et qui se disent peut-être qu'il faudrait qu'on sorte de ce système capitaliste, de ce système citadin. Donc c'est ça aussi qui sous-tend un peu cette deuxième partie avec ce personnage de Sido. Est-ce que ce fut un défi, Jessie Magana, en écrivant Nos ailes déployées, de faire comprendre aux lecteurs et lectrices d'aujourd'hui, donc principalement et d'abord un public d'adolescents, ce qu'étaient ces combats des années 70, comme Sido finalement est un peu gêné pour essayer de comprendre qui était sa mère, qu'on lui a raconté comme une rebelle, mais qu'elle ne voit pas du tout comme une rebelle, puisqu'elle a cessé d'être une rebelle. Je crois que la clé, en fait, finalement, c'est de le raconter avec un roman, hein, c'est-à-dire de le raconter de l'intérieur et de se concentrer beaucoup sur le rapport au corps et le rapport aux sensations, le rapport aux sentiments. Si les auditeurs et les auditrices lisent le roman, ils et elles verront qu'il y a pas mal de scènes érotiques dans ce roman, qui sont des scènes aussi qui réinventent la manière d'écrire ce type de scène pour justement faire toucher du doigt ce que pourraient être des rapports sexuels bienveillants, très enthousiasmant entre deux personnes et dégager quelque part des injonctions qu'on pourrait avoir. Donc c'est par ce biais-là aussi parfois que je peux faire ressentir aussi ce que c'était que tout simplement vivre dans ces années-là qui étaient des années beaucoup plus libérées qu'aujourd'hui et peut-être qu'en s'interrogeant sur quel rapport elles avaient avec leur corps, quel rapport elles avaient avec le corps de l'autre, cette liberté qu'elles essayaient d'avoir dans tous leurs liens, peut-être qu'on peut toucher du doigt ce que ça pourrait devenir aussi aujourd'hui. C'est vraiment par ce biais-là que j'ai essayé de travailler. Alors dans cette série de podcasts, Ce qui se lit, Jessie Magana, on s'intéresse à votre texte, on vient de le faire, mais on s'intéresse aussi à la relation que les auteurs entretiennent avec leurs éditeurs. Ici, Charline Vanderpoort pour les éditions Thierry Magnier. Qu'attendez-vous de votre éditrice? Que lui demandez-vous, elle que vous remerciez à la fin de votre livre en écrivant qu'elle vous a fait confiance, vous a guidé et fait grandir en toute sororité? Oui, effectivement, j'attends effectivement de la sororité, c'est un mot que j'adore. Alors, il y a un autre mot que j'aime beaucoup aussi, c'est l'adelphité, c'est-à-dire que c'est la sororité et la fraternité. C'est dégager en fait de l'aspect genré. Qu'est-ce que j'attends d'une éditrice ou d'un éditeur d'ailleurs? Je crois que j'attends de la connivence essentiellement.
mais aussi qu'on pointe du doigt la meilleure manière de faire progresser un texte. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment passionnée avec Charline, c'est que quand je lui ai envoyé mon texte, je connaissais un petit peu ses défauts, mais elle a mis tout de suite le doigt dessus. Et finalement, elle a réussi à me faire complètement grandir, en fait. Et c'est ça, en fait, que c'est ce travail-là qui, pour moi, est essentiel. Alors moi, je suis éditrice de formation, donc j'ai pas besoin d'être convaincue du travail de l'éditeur ou de l'éditrice. Je crois que écrire un texte seul et s'auto-publier, pour moi, je serais vraiment amputée d'une partie de moi-même. Parce que ce dialogue. Absolument besoin de ce dialogue parce que c'est comme ça qu'on fait progresser le texte et surtout qu'on le fait sortir de soi. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois, on sait quels sont les défauts, mais on n'arrive juste pas à les corriger. Et on a besoin que quelqu'un nous mette le doigt dessus. Alors, c'est pas elle qui va nous donner la solution. La solution, je l'ai trouvée toute seule. Mais si elle m'avait pas mis le doigt sur certaines choses, et à plusieurs reprises, en tout cas, il y a un procédé littéraire que j'ai utilisé dans le roman qui est pour justement être dans cette voie intérieure de plusieurs personnages que je n'avais pas trouvé au démarrage et jusqu'au bout en fait Charline me disait mais là il y a un problème avec le point de vue et je le savais que j'avais ce problème avec le point de vue et j'ai trouvé le procédé littéraire mais vraiment à la fin et parce qu'elle m'a poussée dans mes retranchements et vraiment je le remercie parce que je pense que sinon je serais restée en dessous de ce que j'aurais pu faire. Pourquoi c'est à elle que vous avez adressé ce texte, vous qui à ce jour avez publié une quinzaine de livres pour des publics, des âges différents et dans des formats différents et donc aussi chez des éditeurs différents? Alors, je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs et éditrices, on va pas se mentir. Mais avec Charline, en fait, on s'était rencontrés à une table ronde autour de la littérature jeunesse et le genre, et on avait vraiment eu un échange qui était très fructueux et très intéressant. Et puis, cette maison d'édition Thierry Magnier, c'est une maison d'édition dans laquelle je me reconnais sur plein de plans, à la fois au plan littéraire, parce que c'est la première, effectivement, le premier des critères, mais aussi au niveau des engagements. Et puis, elle a publié une collection qui s'appelle L'Ardeur, qui est une collection de littérature érotique pour adolescents et adolescentes. Et je trouvais que c'était extrêmement gonflé. Et je me reconnaissais vraiment, vraiment dans cette audace. Et c'est pour ça que, quand elle a accepté de me publier, pas tout de suite, j'étais vraiment, vraiment heureuse parce que je savais que ce livre-là serait bien dans cette maison-là. Ah, voilà, il s'appelle Nos ailes déployées, donc paru aux éditions Thierry Magnier, dont nous parlera dans un instant Charline Vanderpoort, Jessie Magana. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère en votre compagnie. Charline Vanderpoort, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éditrice chez Thierry Magnier et c'est vous qui avez édité le livre que Jessie Magana vient de nous parler, Nos ailes déployées, donc qui raconte ces personnages issus d'une même famille en 1974 et 2018 sur les combats et les engagements féministes. Elle nous a aussi parlé de la manière dont vous travaillez ensemble. Vous venez de l'entendre justement. Quel est votre point de vue sur ce travail en commun ? Alors, c'est vrai que c'était assez particulier, et puis on en parlait justement avec Jessie, avec un peu de nostalgie du fait qu'avant, on pouvait rencontrer des gens comme ça, de manière fortuite, lors de rencontres, et puis il y a quelque chose qui se passe, une alchimie qui naît entre des personnes, et moi j'avais ressenti ça en rencontrant Jessie, donc quand elle m'a envoyé son roman, plusieurs mois plus tard, j'étais très contente, j'avais un très bon a priori, j'avais très envie de travailler avec Jessie, donc c'est sûr que je partais pas neutre en te lisant. Je connaissais son travail par ailleurs, etc. Et puis là, c'est vrai que j'ai été surprise déjà de l'ampleur du projet dans lequel Jessie s'était lancée parce que... Plus de 400 pages. Plus de 400 pages. Et puis, il y avait quasiment plusieurs romans en un, dans tout ce qui est ouvert comme porte, piste de réflexion. Donc ça m'a tout de suite plu et passionnée. Et Jessie parlait d'audace, mais j'ai été aussi tout de suite séduite par le courage de certaines scènes. J'ai trouvé que, et c'est ce qui m'importe moi depuis quelque temps, de plus en plus, je remarque le courage d'aller au bout des choses. Et que quand certaines scènes sont appelées, eh ben, elles ne sont pas mises sous le tapis, on y va, on les traite. Et je trouvais que ça s'était extrêmement bien fait dès le départ, ça c'était là. Ensuite, oui, comme le disait Jessie, il y avait des petits points au niveau de la construction. Et puis surtout, comme le disait Jessie, ça venait aussi d'un
de l'histoire de ce texte, qui a d'abord été une première, qui dans sa forme première n'existait qu'en 74 ou en tout cas dans les années 70, et puis qui s'est enrichi de un autre pan. Donc c'était plutôt comment on tisse des liens, des ponts entre ces deux parties, et surtout que tout était là en fait en prémisse. Donc moi, voilà, j'ai senti tout ça et j'ai tout de suite eu très envie de m'y plonger. C'est-à-dire que le texte pour vous, il était déjà très très abouti, qu'il y avait surtout du fignolage. Oui, exactement. C'est que on sait quand même à la première lecture d'un texte, on sait s'il y a matière à aller retravailler des choses qui sont de l'ordre de la construction, de la manière, mais tout le reste qui ne s'invente pas, en fait, qui est la sensibilité d'un auteur, son message ou d'une autrice, sa manière de raconter l'histoire, tout ça lui appartient. Et ça, c'est des choses qu'il est très difficile de recréer, ce serait artificiel. Donc là, je savais que même s'il y avait peut-être un peu de travail, c'était du travail de consolidation ou de renforcement de certaines choses qui étaient déjà là dans son texte. Je l'ai interrogée tout à l'heure sur le fait qu'elle parlait d'une époque qui pouvait paraître lointaine pour une partie des lecteurs et lectrices d'aujourd'hui, notamment les années 70. Est-ce que ça, ce fut aussi l'un des points sur lesquels vous avez dû être vigilante sur la manière dont cette époque pouvait être comprise par des lecteurs d'aujourd'hui? Non, parce que justement, et ça a été un des points aussi de retravail, le fait que cette première partie, on soit tout de suite plongé à travers le regard d'une adolescente qui a les mêmes interrogations qu'une adolescente actuelle. Je trouve que ça donnait une lecture à la fois très contemporaine et puis très accessible de cette époque. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement fascinant dans ces années 70 au niveau de la liberté, de la redécouverte du corps féminin. Et finalement, ça, c'est très actuel. On a l'impression de réinventer l'eau chaude en ce moment, mais en réalité, tout ça était déjà en germe à l'époque. Donc, je trouve au contraire qu'il y a quelque chose de très actuel dans cette première partie, et je pense tout à fait accessible. Alors, elle nous a aussi expliqué, Jessie Magana, que ce qu'elle attendait de vous, c'était aussi de faire progresser. Elle savait les petits coups de mou dans le texte, et elle vous attendait pour pouvoir se dépasser. Comment est-ce que vous le jaugez, ça? Comment vous le travaillez, ça? J'avoue que c'est toujours un peu spécial quand les auteurs disent « Mais oui, je savais ». Alors, pourquoi vous l'avez dit? Mais en fait, non, il ne faut pas le dire, parce que je pense que cette première lecture, elle est cruciale parce que c'est la rencontre de deux sensibilités. Et moi, à chaque fois que je fais une première lecture, alors historiquement, j'annotais au crayon gris. Maintenant, j'annote un Word, c'est différent. Mais quand j'envoie ma première lecture, je prends toujours le temps de dire voilà, c'est mon ressenti. Moi, j'ai senti tel et tel moment où ça flottait un petit peu, où j'étais moins convaincue. Mais c'est mon interprétation. Est-ce que ça fait écho? Moi, c'est ça, en fait. Le but de ma première lecture, c'est de savoir si on parle la même langue, si on a la même sensibilité et si ce que j'ai senti va faire germer des choses chez l'auteur ou chez l'autrice. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Jessie. Et notamment, je me souviens... en plus, pour le coup, il y avait pour moi une dimension supplémentaire, c'est que Jessie, en plus, elle est éditrice. Donc, elle voit très bien les ficelles, les précautions, etc. Elle est... Vous vous sentiez jugée en même temps? Non, mais je me disais, voilà, c'est sûr que c'est encore... c'est différent, parce que t'as vraiment cette double lecture. Et donc, il y avait aussi ce petit piment supplémentaire. Et je me souviens très bien quand il m'a dit... parce que je disais, il y a un truc entre ces deux parties, il y a quelque chose à renouer. Et tu m'as dit, ben oui, il y avait un premier roman, et après... Et là, je me suis dit, ah bon, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Mais ça n'aurait pas été grave, parce que je pense quand même, moi, je suis convaincue que notre travail, c'est juste une histoire de sensibilité, et tout est toujours subjectif, donc il n'y aurait pas eu de bonne ou de mauvaise lecture, juste une lecture qui parle à l'auteur ou qui ne lui parle pas, et auquel cas, ce n'est pas la peine pour moi de s'entêter, parce qu'on ne va pas réussir à s'entendre. C'est ça, et puis à faire émerger quelque chose de l'ordre un peu de la magie, quoi. Parce que quand on arrive comme ça, juste comme disait Jessie, moi je donne pas de pistes de retravail précises, je pointe juste. Et pour faire en sorte que la personne derrière puisse rebondir, etc., je pense que ça demande quelque chose d'assez inexplicable et juste une entente qui n'a pas de mots, je crois. Alors Jessie Magana fait partie, elle l'a dit, des auteurs qui ont envoyé leur texte à plusieurs éditeurs en même temps. Est-ce que ça veut dire que pour vous, il faut, quand vous recevez un texte, il faut aller vite? Il faudrait.
Il faudrait... Oui, mais ce serait mentir. Moi, j'ai déjà des textes qui me sont passés sous le nez, évidemment. Et puis, on l'a assez répété. Il y a beaucoup de manuscrits qui nous arrivent ces temps-ci, donc ça se complique. Les gens ont beaucoup écrit pendant le confinement. Oui, mais pas que les auteurs inconnus, etc., y compris nos auteurs maison. Donc ça ajoute... parce que nous, on ne publie pas plus. Heureusement, je crois que c'est une sage décision depuis quelques années d'essayer de maintenir un certain rythme de parution. Mais donc, oui, il y a ce tiraillement entre le fait de devoir aller assez vite pour pouvoir... Mais à la fois, voilà, il faut aller vite pour... pas parce qu'on est le premier, c'est sûr, on va le faire, mais parce que je vous disais, il y a quand même autre chose qui se joue. Et moi, il m'est arrivé aussi, du coup, de faire des retours en même temps que d'autres collègues, mais de bien dire à l'auteur ou à l'autrice que là, maintenant, c'était à lui ou à elle de... prendre, en fonction des retours qu'on lui fait, des pistes de travail qu'on lui propose, de choisir l'endroit où elle va se sentir le plus à même de développer ce texte. Qu'est-ce qu'il doit y avoir, Charline Vanderpoort, chez un auteur ou dans un texte pour que vous l'intégriez justement à votre catalogue chez Thierry Magnier, ce qui permet de définir aussi en creux la question de la ligne éditoriale. Oui. Jessie en a parlé tout à l'heure comme étant... ce qui l'intéressait, c'était l'engagement et la dimension littéraire. On a longtemps dit chez Magnier qu'on n'avait pas de ligne. Ce qui est faux, parce que dans la pratique, quand on sort des textes, parfois spontanément, on se dit mais ça c'est pas Magnier. Donc c'est qu'en creux, il y a quand même quelque chose qui fait que c'est Magnier. Alors je pense que ce qui nous faisait dire qu'il n'y avait pas de ligne, c'est qu'on est dans l'équipe éditoriale chez Thierry Magnier, on est très peu. Il y a donc Thierry Magnier, Camille Gauthier qui s'occupe des albums et moi qui suis au roman. Et je crois qu'on a tous les trois une grande curiosité. Qu'on est bon public et qu'on est sensible à différents types de textes, tout un tas de thèmes différents. Du coup, moi, je n'arrive pas avec des attentes précises. Je ne cherche pas forcément une plume, je ne cherche pas forcément un humour, je ne cherche pas forcément des sujets engagés, même si ma sensibilité propre fait que je vais répondre plus spontanément à ce genre de texte. Mais j'aime bien l'idée du fait qu'on se laisse surprendre et qu'on recherche plutôt l'audace, qu'elle soit dans une manière complètement barrée de traiter un sujet, même si c'est un sujet qui est déjà rebattu, que ce soit dans une écriture très pointue, très poussée, que ce soit au contraire dans l'humour. Du moment qu'il y a une vraie qualité, une vraie cohérence dans l'objet qu'on nous propose, dans le texte qu'on nous propose, si c'est un roman, on y va. Mais il n'y a pas de grille de prérequis. Moi, ce qu'on aime, je pense, c'est être surpris. Et là, ça a été le cas. Et puis, il y a la question du public à qui vous adressez, parce que vous publiez quelques romans pour le grand public, mais c'est surtout pour différents âges compartimentés aussi. Comment ça se passe Ça, c'est un peu malgré nous, je dois dire, parce qu'il faut que ce soit lisible, notamment pour les libraires, pour qu'ils sachent où à peu près les ranger, mais c'est une vraie question. Parce que nous, longtemps, on s'est refusé à indiquer des âges, par exemple, sur les couvertures. Tout simplement parce que ça nous semble artificiel dans le sens où il n'y a pas de gamins de 12 ans qui vont naître au même niveau que les autres. Au même niveau, dans les mêmes bulles. Enfin, c'est assez difficile. Et puis, on n'a pas envie d'enfermer comme ça ni nos textes, ni nos lecteurs dans des cases. Après, pour le texte de Jessie, c'est une question qui se pose aussi pour tout un tas de romans moi, que je publie et que j'aime beaucoup, qui est ce qu'on appelle la littérature young adult et qui est à cheval sur... parce que tout le monde peut s'y retrouver dans ce texte. Et d'ailleurs, on a d'excellents retours de lecture d'adultes qui se disent... Il y a vraiment une idée de transmission qui est très forte aussi dans cette littérature, et puis notamment dans ce texte, où on a envie de partager en tant qu'adulte ce texte qui nous a bouleversés pour tout un tas de raisons, avec des plus jeunes. Donc on est pour moi entre deux, et penser à un lecteur lambda, moi en tant qu'éditrice, très sincèrement, j'y pense pas dans le retravail. Parce que ça se fait de manière un peu spontanée. Je sais que là, les sujets, ce dont on parle est universel et va toucher même des lecteurs de 13-14 ans, 14 et plus. Après, ça s'arrête là. Même censurer certaines scènes pour protéger, éviter tel sujet, justement parce que ce serait délicat de proposer ça à des lecteurs adolescents. Ça, c'est vraiment pas dans la politique de la maison. Tout peut se dire, ça dépend de la manière de le dire. Je crois. Ouais. Je crois vraiment qu'on peut aller loin. Et c'est aussi ça, je pense,
la ligne peut-être maniée, c'est que, par exemple, quand je reçois un manuscrit, ce qui me guide tout de suite, c'est la lettre qui accompagne le manuscrit, parce que je trouve quand elle est là. En général, ça m'en dit long sur la manière dont la personne considère l'enfance. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive du haut de son âge adulte pour consoler, aider les enfants à passer tel et tel cap, etc. Auquel cas, c'est pas pour moi, c'est sûr, même pas la peine que je lise 15 lignes. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est encore... l'émerveillement. C'est ça, et puis lié à l'adolescent ou à l'enfant qu'il était, et qui a envie non pas d'apporter la bonne parole, mais de donner du grain à moudre. Et c'est donc un auteur qui aurait vraiment une haute opinion des ados, des enfants, et qui leur fait confiance aussi. Et ça fait vraiment partie, je crois, d'à peu près tous les bouquins qu'on publie. Dont Nos ailes déployées, donc de Jessie Magana, que vous publiez aux éditions Thierry Magnier, Charline Vanderpoort. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.